Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans l'épisode précédent, nous avions prévu de vous parler d'écriture comique. Il se trouve que des péripéties de calendrier nous y amèneront un peu plus tard. Et on va même faire l'inverse, car si les invités de ce 4e épisode ne manquent pas d'humour, vous allez voir que leur sujet prête assez peu à rire. Aujourd'hui, crime, violence, tragédie familiale et démembrement. Nous allons vous parler de faits divers. Et pour ce faire, nous avons avec nous deux super invités. On avait adoré Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears, son premier roman. Elle a été blogueuse, chroniqueuse, journaliste chez 20 minutes, Mademoiselle, Le Nouvel Obs ou encore Vanity Fair. Elle est maintenant chroniqueuse judiciaire chez Slate et au sein du podcast Fenêtre sur cour chez Arte Radio. Notre première invitée, c'est Élise Costa. Lui est un auteur réputé de BD récompensé par le prix du public du Festival d'Angoulême en 2007 pour son album Pourquoi j'ai tué Pierre avec Olivier K, suivi d'un Fauve d'or en solo en 2014 décerné à Comé Prima. Notre deuxième invité est Alfred, qui va notamment nous parler de son album Je mourrai pas gibier, récit d'un tragique et horrible fait divers familial tiré d'un roman de Guillaume Guéraud. Des meurtres, des drames, du frisson et une manière étonnante de raconter la société, c'est dans la machine à écrire et c'est maintenant. Ce café est délicieux, je tiens à le dire. Ah bah écoute, merci Cocoon Space. S'ils pouvaient nous sponsoriser l'émission, votre café est très bon. Bon, pour commencer, on a une question traditionnelle qui est une grande question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? C'est une histoire dans laquelle on s'embarque en tant que spectateur ou que lecteur, dans laquelle on s'embarque sans s'apercevoir qu'on est en train de faire un voyage et dont on ressort en ayant, je sais pas, la sensation d'être une personne différente de celle qu'on était en y entrant, peut-être. C'est une belle réponse. C'en est une en tout cas. Ouais. J'ai pas dit que c'était la meilleure. Peut-être. Non, moi je saurais pas dire. Parfois, on se dit que la bonne histoire, c'est celle qui va avoir plein de rebondissements ou d'événements complètement rocambolesques. Et en fait, on se rend compte que c'est celle qui produit le plus d'émotions. Je pense que la meilleure histoire, en fait, c'est celle qui est universelle, quoi. Ou en tout cas qui touche à l'universel chacun de nous. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler principalement de récits de faits divers. Et donc, il y a une dimension universelle dans les faits divers, manifestement, puisque tout le monde s'y intéresse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu à faire de la chronique judiciaire ? Moi, en fait, ça a commencé par une histoire qui s'est passée à Toulouse. Et c'est une jeune étudiante de 23 ans qui est retrouvée dans une malle d'acide dans son studio. Et on sait que ça fait 7 jours qu'elle est là. Et on découvre très vite, en fait, qui l'a fait, ce sont d'autres étudiants promis à un avenir radieux, puisqu'ils sont en école d'ingénieur et en prépa maths sup, maths spé. Et j'ai un souvenir donc très net d'être à une terrasse de café avec une amie à moi qui me dit, tu sais que je connais quelqu'un au commissariat de police et qui me dit que la meilleure amie de cette jeune femme, donc qui s'appelle Eva Bourseau, les appelle régulièrement en disant qu'est-ce que je peux faire parce que je suis harcelée par les journalistes, ils appellent sur mon lieu de travail, je sais pas quoi faire. Et en fait les policiers lui disaient attendez, ça va passer. Et je me souviens qu'en fait de m'être dit cette pauvre fille, enfin c'est sa meilleure amie, elle doit déjà faire le deuil de sa meilleure amie et en fait personne ne lui demande comment elle va. Tout le monde veut avoir des informations en fait sur son ami qui est décédé. Et c'est là que ça a réveillé vraiment quelque chose chez moi où je me suis dit mais en fait ces gens-là on leur pose jamais des questions, on leur demande jamais comment vous vivez cet événement, comment ce chamboulement, etc. Et en fait je me suis aperçue après que si ce sont des questions qu'on leur pose, mais on leur pose pendant le procès notamment. Et après je suis allée assister à des procès. Comme on tombe en amour, en fait. Je me suis dit, je suis vraiment à ma place, faut que je fasse ça tout le temps. Et à l'époque, tu faisais quoi ? À l'époque, j'étais déjà journaliste, mais je travaillais plus sur des sujets de société, sur la pop culture, les choses comme ça. Et je pense qu'en fait, le fait divers, ça me paraissait trop sérieux, parce que ça touche vraiment à des vrais gens, entre Pourtant, guillemets. tu avais fait des études de droit, donc tu pouvais te sentir légitime Ouais, mais le droit, là-dedans. c'est quand même vaste. Enfin, moi, c'était pas ma spécialité, les sciences criminelles. Enfin, j'en avais fait, mais c'est pas juridique, en fait. Là, on parle vraiment du judiciaire, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Et comment t'as fait pour te sentir légitime quand t'es rentré dans les salles de procès et que t'as commencé à écrire là-dessus ? L'expérience. Ouais. Au début, en fait, les gens vous calculent pas. On se méfie de vous. Après, on vous accepte.
Et puis après, une fois qu'ils ont lu votre travail, etc., vous avez des retours. Et donc, en fait, c'est là qu'on se dit, bon, je peux continuer, en fait. Bon, et toi, Alfred, parmi les très nombreux albums que tu as écrits et dessinés, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de Je ne mourrai pas gibier? Alors, Je mourrai pas gibier, au départ, c'est un roman. C'est le roman d'un ami à moi, auteur pour la jeunesse, ado, qui s'appelle Guillaume Guéraud. Ça fait des années qu'on s'échange nos bouquins quand ils paraissent et qu'on les apprécie mutuellement. Ça faisait un petit moment que j'avais en tête l'envie, je ressentais le besoin d'aborder à travers le dessin quelque chose dont j'ai très peur depuis toujours, qui est la violence quand elle éclate brutalement et qu'on l'a pas vu venir. Voilà, c'est quelque chose gamin dont j'ai malheureusement parfois été témoin, pas dans ma famille, mais dans le quartier dans lequel j'habitais. Et c'est un truc dont j'ai toujours cherché à essayer de décortiquer ce truc-là. Paraît alors le roman de Guillaume, Je mourrai pas gibier. Et je le prends en pleine poire. Voilà, ça parle de ça. C'est un roman très court qui fait moins de 100 pages, avec une écriture très sèche et très ciselée, parce qu'il écrit comme ça, dans lequel il raconte, il démarre par la fin, j'allais dire. On arrive sur un mariage de campagne dans le Médoc, et puis un gamin, un ado, a pris un fusil et a tiré sur les invités. Ça démarre par ce constat-là, la police est là, et puis doucement on remonte le fil. Voilà, le gamin, lui, est vivant, donc on entend ses pensées, et puis on remonte le fil et on va essayer. Alors le mot est peut-être pas bien choisi, mais on va essayer de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui a fait exploser cette violence-là à un moment? Ce qui était intéressant dans son roman, c'est qu'à la fin, surtout, et c'est le plus déstabilisant, comme j'imagine que ça doit parfois être le cas dans la vraie vie, on ne sait pas forcément quoi penser. Il n'est pas aussi simple de dire c'est ok, c'était lui méchant, eux gentils, eux victimes. Les choses sont pas aussi simples que ça. Il y a évidemment des victimes concrètes, mais il y a tout un cheminement ou une explication, en tout cas, du qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à un moment à tomber là-dedans. Et ça m'a complètement déstabilisé. Voilà, j'avais pas pensé la question dans ce sens-là. Son roman, il aborde en plus différentes formes de violence physique, psychologique, émotionnelle, sociétale. Enfin, il y a à peu près tout, vraiment tout ça condensé sur un texte très très court. Et puis je me suis tout simplement dit un truc tout bête, c'est voilà, ça fait des mois et des mois que je réfléchissais à comment aborder cette question-là. Il vient de le faire d'une manière que j'aurais pas su faire, mais il vient de le faire de la manière que je voulais le faire. Donc plus besoin pour moi de le faire, tant pis pour moi, etc. Et puis 6 mois plus tard, je me rends compte que je suis en train d'y penser en permanence à cette histoire, que j'arrive pas à me sortir de la tête le besoin de m'y frotter graphiquement, en tout cas de me confronter à ça. Et comme j'ai la chance de le connaître, je l'appelle pour lui demander s'il accepterait de me laisser interpréter librement son texte. Et il m'a laissé le faire, et c'était un beau cadeau. Voilà, ça m'a permis au moins de me replonger les mains là-dedans. Du coup, on le sent quand on le lit que tu portes une attention, qu'une attention, si on ne sait pas qui l'a écrit et qui le dessine, on sent qu'il y a une attention aussi forte sur l'écriture, sur l'histoire, que sur le graphisme, parce que du coup, le dessin n'est pas juste là pour raconter, quoi. Guillaume a une écriture très très forte. J'invite d'ailleurs tout le monde à découvrir son travail pour ceux qui le connaissent pas, et particulièrement ce roman. J'allais presque dire, il écrit pour l'image. Étonnamment. C'est-à-dire que toutes les 2 phrases, il y a une image forte. Pour le coup, il est difficile de se détacher de ces mots. Ces mots induisent des images. Et peut-être même que c'est quelque chose que j'ai trop fait. Je suis peut-être parfois trop resté près de son texte, mais je n'arrivais pas à enlever des choses. À chaque fois que j'enlevais des choses, j'avais la sensation de déséquilibrer toute la mécanique très ténue qu'il met en place pour essayer de raconter, ni justifier, ni pardonner, ni quoi que ce soit, mais de raconter la descente de ce gamin à rebours. Donc, chaque phrase retirée risquait de déséquilibrer, j'allais dire déjà le travail d'équilibriste qu'il fait sur ce sujet-là. Donc, tu avais de la chance qu'il n'avait pas fait un roman de 1000 pages, quoi. Et alors, le gros coup de bol, c'est qu'il ne sache pas écrire des livres trop gros. À votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens s'intéressent autant à ces histoires, qui sont des histoires où il y a de la violence, de la sexualité C'est toujours un peu la question à 10 000 $, quoi. En tout cas, nous, en tant que journalistes, il y a quelque chose quand même qu'on a remarqué, c'est que parfois, un fait divers va prendre une ampleur nationale. Je pense notamment à l'affaire Daval. C'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme et après va cacher le corps. Je veux pas minimiser la souffrance des victimes ou quoi que ce soit, mais c'est le genre d'affaire qu'on retrouve très régulièrement dans les cours d'assises, malheureusement. Et la France s'est passionnée pour ce fait divers. Et moi, je me souviens que quand j'y allais, j'avais beaucoup de retours de lecteurs ou même des gens que je connaissais qui me disaient oh, « ça doit être tellement dur ». Et franchement, non. Enfin, si vraiment on veut parler de procédure, moi, j'ai vu des choses
vraiment compliquées, justement à base d'acide, de démembrement. Enfin, ça c'est vraiment terrifiant. Mais ou même quand ça touche les enfants, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça, c'était quelque chose qu'on retrouve, pas quotidiennement, mais régulièrement dans les cours d'assises. Donc, et toi, qu'est-ce qui fait que tu vas t'intéresser à ça là où, par exemple... Moi, il y a toujours une question au Ouais. départ. Je veux toujours résoudre une équation dans ma tête. Par exemple, pour parler de la démembreuse du canal du Midi, donc qui était, oui, parce qu'on donne des noms comme ça dans la presse pour voir quelle affaire c'est. Et en fait, c'est une femme de 55 ans qui tue sa collègue et qui après découpe le corps, met les morceaux dans des valises et qu'elle jette dans le canal du Midi à Toulouse. Moi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est comment cette femme de 55 ans, pas du tout connue pour des faits de violence, en plus, sa collègue de travail, elle travaille dans une association pour handicapés, pour aider les handicapés au travail, etc. Comment on en arrive là? Et elle-même était handicapée en plus, non? La victime, ouais. La victime l'était, ouais. C'est pour ça que je trouve qu'on a une façon de procéder similaire avec Alfred, c'est qu'en fait, il y a quand même cette question de savoir comment on en arrive là, quoi. Surtout qu'en plus, la personne dont tu parles après, les psychiatres n'ont même pas dit elle a des troubles, elle est barrée, on n'a jamais elle avait quand même un petit quelque chose. Oui, elle avait un quelque chose, mais... Elle avait quelque chose, mais non, ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'est pourquoi, parce que donc elle avait découpé tous les membres et elle avait gardé la tête avec elle l'avait enterrée dans son jardin. Et ça, la psychiatre était incapable de dire pourquoi elle avait gardé la tête, pourquoi elle avait mis dans son jardin. Ça a échappé à l'entendement, mais elle-même ne saurait pas le dire. Enfin, elle disait que c'était pour lui mettre des fleurs et lui parler. Mais alors dit comme ça, on dirait qu'elle est coucou, mais en fait, non, elle avait toute sa tête. C'est quelqu'un avec qui on. Oui, elle n'a pas été jugée en mode. Pas du tout, elle n'était pas irresponsable. Voilà, non, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est de ça. Les serial killers, ça m'intéresse pas, typiquement, parce qu'on est dans un schéma régulier, etc. Moi, ce que j'adore, c'est comprendre comment des gens comme vous et moi, du jour au lendemain, peuvent basculer et commettre l'irréparable. Ça, c'est vraiment mon truc. Mais est-ce que ça vient du fait que tu te dis peut-être que n'importe qui peut basculer? Ah, mais j'en suis convaincue. Après, on est plus ou moins bien câblé. Mais quand on entend les parcours de vie, etc., on peut s'identifier à l'accusé, hein. C'est possible. Moi, si les gars à côté continuent à claquer la porte pendant qu'on enregistre, je peux te dire qu'il y aura un nouveau fait divers. Mais on peut comprendre ce moment de colère et Mais quand on écoute ton podcast, à chaque fois, c'est dur de pas avoir de l'empathie et de se dire est-ce que moi j'aurais réagi pareil? Est-ce que, ça renvoie des questions à soi-même, quoi. Oui, mais on a tous eu dans notre vie, on a tous pété un câble à un moment en se disant en fait la vraie raison c'est pas ça. Enfin, péter un câble sur quelque chose d'infime et puis de se dire ah non en fait je suis frustré pour d'autres choses, et etc. puis découper la personne, la jeter dans le canal de l'Ourcq. Enfin, tout le monde a fait ça, quoi. On est d'accord. Non mais en revanche ce que il y a toujours quelque chose que les gens comprennent pas forcément, c'est que toujours pour parler de la démembreuse, on se dit c'est vraiment horrible, c'est vraiment une psychopathe qui a fait ça. En fait, à partir du moment où la personne meurt, comment elle la tue? Elle lui donne un coup de bouteille sur la tête. Et l'autre meurt sur le coup parce que le coup est assez violent pour la tuer instantanément. À partir du moment où il y a le crime, les gens, c'est là où ils basculent et ils deviennent déraisonnables, on va dire. Ils s'embarquent dans quelque chose pour faire disparaître le corps. Et ils sont prêts à tout parce qu'en fait, ils se disent mais comment je vais faire? Et donc, ils mettent au point un scénario complètement aberrant où c'est évident qu'on va la retrouver. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Mais pour elle, il faut faire disparaître ce corps. Et généralement, c'est ça. On se rend compte que les crimes les plus affreux, en fait, c'est ce qui se passe après la mort de la personne. Et typiquement, on a tous nos bêtes noires en tant que journaliste. Moi, il y a quelque chose, par exemple, les procès que je déteste, c'est tout ce qui est acte de torture et barbarie, parce que c'est du vivant de la personne. Enfin, il y a vraiment une souffrance à ce moment-là sur la personne, et pour moi, ça, c'est intolérable. J'ai beaucoup de mal à le supporter. Mais c'est ce qui se passe après. Quelque part, on peut raisonner autour de ça et se comprendre pourquoi ça arrivait, en fait. C'était une des choses, juste, je rebondis sur ce que vient de dire Élise, là, c'était une des choses dans le texte, je m'aurais pas gibier, justement, que j'avais trouvé très très fort, c'était qu'a priori, c'est un gamin qui a pas d'histoire et qui a pas envie d'avoir d'histoire. Et donc, il y a une espèce d'effet miroir qui renvoie exactement à ce qu'elle vient de dire, de dire, en réalité, ce gamin, ok, sa famille est pas géniale, son quartier, son avenir est pas, mais c'est pas bouché non plus, il est pas au fond du gouffre, c'est pas un monstre du tout.
Donc il y a ce truc de ça aurait presque pu être moi à 15 ans. Oui, Pourquoi puis pas? Je sais pas. il est en réaction à toute une série de violences, De en fait. choses de Et en violence fait, autour de lui, et il y a celle de trop. Voilà. Il réagit plus qu'il n'agit, quoi. C'est une réaction de sa part qui prend cette tournure-là et a une violence de trop par rapport à tout un contexte et différents événements qui arrivent les jours précédant son acte. Et c'est voilà, là où effectivement, comme le disait Elise, cette sensation de se dire, tiens, bah, c'est quelqu'un comme moi. En fait, peut-être que dans un autre contexte, j'aurais pu, ou peut-être que je pourrais, je sais pas. Oui, élevé dans cette famille, dans cet endroit, subissant les mêmes choses. En tout cas, c'est pas un monstre. Voilà, c'est pas un fou, c'est pas un monstre, c'est pas, non, c'est un type normal. Mais c'est vrai, après, les monstres, c'est vrai que c'est très rare qu'on en rencontre. En vrai, il y a un truc que j'ai l'impression de répéter 10 fois, parce que pour nous, c'est acquis. Mais c'est qu'en fait, les monstres n'existent pas. Il y a que des hommes et des femmes qui commettent des actes monstrueux. Mais au fond, ils sont tous humains. Ils sont pas le mal incarné. Bon, ça arrive qu'on en ait vu, hein, mais c'est quand même. Oui, à part les serial killers dont tu parlais tout à Voilà, l'heure. non, mais puis même là, je pense notamment au procès Bako qui s'est tenu en juin, où le type, il y avait rien il y avait pas une once d'humanité à sortir apparemment du dossier. Et ça, c'est très compliqué. En tant que journaliste, en plus, c'est très compliqué, je trouve, parce que on a l'impression de décrire quelque chose de tellement binaire, de tellement tout noir ou tout blanc. Enfin, c'est difficile, quoi. Mais ça, il y a des gens qui travaillent sur les faits divers et ils les décomposent. Et là, quand tu dis il n'y a plus une once d'humanité, on est dans, finalement, c'est le conte de fées avec les ogres et les monstres, comme tu disais. Oui, complètement. Et c'est une histoire pour adultes. Puis il y a aussi les gens, comme tu disais tout à l'heure, dont on est plus proche. Et par exemple, les psychanalystes, quand ils travaillent sur le fait divers, ils disent c'est la transgression. On se dit, bah moi, je pourrais faire comme lui peut-être un jour. Et du coup, il y a quelque chose d'attirant. Dans tes chroniques, on voit, il y a des histoires différentes. Il y a le type qui dévisse, puis il y a le type qui, déjà, à la base, est construit de telle sorte qu'il sera... Et dévissé. Ouais. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Non, mais en plus, je trouve que les gens sont pas honnêtes avec eux-mêmes, parce que c'est beaucoup plus facile de s'identifier à la victime et de se dire, oh, la pauvre femme, c'est malheureusement souvent des femmes. Mais on se met jamais à la place de l'accusé, alors que ça peut être des choses, en plus, relativement courantes. Je veux dire, il pleut sur la route, on a le volant qui dévie, on tue quelqu'un, un piéton. C'est un homicide involontaire. Il n'y a pas tout ce contexte, terrifiant derrière. Mais on tue quand même quelqu'un. Enfin, et ça, on a beaucoup de mal à se le représenter. Beaucoup plus facile de se mettre à la place de la victime. Si, il y a Jacqueline Sauvage, par exemple, où là, les gens prennent la position de l'accusé. Oui, parce que c'était une femme victime de violence conjugale. Et au final, elle tue, mais Bourdieu, il appelle le fait divers le fait diversion. Finalement, on en parlait avec Mike avant que vous arriviez, il y a des gens qui disent finalement le fait divers, c'est comme la météo, ça fait un bon sujet de discussion sur lequel on est tous d'accord. Mais Bourdieu, il dit le fait diversion, c'est quelque chose qui nous sort de notre réalité. On se dit que nous, nos petits problèmes, ils sont moins graves que les petits problèmes de ces gens-là. Et soit on est triste pour les victimes, soit on prend la position de l'accusé parce que d'un seul coup, la société l'a poussé à devenir violente et tout ça. Comment tu fais, toi, quand tu racontes ta chronique, pour savoir la réalité? Parce qu'au final, tu assistes au procès, tu vas raconter quelque chose, donc tu vas quand même donner ton point de vue ou... En fait, donc ce que je fais pour Fenêtre sur cours sur Arte Radio, c'est il y a le jeu, c'est moi, comment j'ai vécu les choses, etc. Mais quand je fais sur Slate mes chroniques judiciaires, qui est mon travail principal, je peux pas dire à ce moment-là, moi je me suis sentie très triste. C'est pareil, c'est pour ça que l'objectivité journalistique, elle n'existe pas. On va toujours faire un choix. On va faire un choix dans ce qu'on raconte et d'ailleurs c'est marrant de comparer nos notes entre journalistes, parce que selon qui on travaille nos sensibilités propres, on va pas avoir noté la même chose. Enfin, je veux dire, on déforme pas les propos, hein, mais on va pas avoir sélectionné la même chose dans le témoignage d'une personne. Il va y avoir des choses qui vont plus nous parler. Par exemple, au procès de Nordal Lelandais, la psychologue raconte ce moment où elle rentre dans la voiture et où elle entend qu'on parle de Nordal Lelandais à la radio, et elle dit c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu étrange, parce que moi je me rendais à la prison pour le voir, et là j'entends... Tu peux rappeler ce qu'il a fait pour ceux qui sont pas experts? Nordal Lelandais, il a tué le caporal Noyer, Arthur Noyer, et donc il y a eu un premier procès à Chambéry en mai dernier, et il est accusé d'avoir tué la petite Maëlys, on en a beaucoup entendu parler, et le procès aura lieu à Grenoble fin janvier.
Et donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, elle raconte cette scène et elle raconte ce moment un peu surréel, quoi, où elle rentre dans sa voiture. Et elle le dit comme ça, en 1 seconde, mais moi, j'adore. Donc de suite, je note parce qu'après, ça va me servir à construire une scène. Il faut que ce soit quand même cinématographique, que les gens se représentent bien la réalité des personnes qui ont vécu l'événement. Et on avait bien aimé cette anecdote que tu avais, je crois, relatée sur Twitter, il me semble, où tu disais, parce que tu commences, tu remets toujours en contexte un peu comme si c'était un roman pour nous plonger les lecteurs, où tu peux pas, et tu utilises par exemple la météo. Et tu l'inventes pas, cette météo. Tu sais que t'as un outil qui va te chercher la vraie météo le jour même, histoire que tu narres, tu mets la couche auteur, en fait, par-dessus l'histoire, mais en restant toujours fidèle aux détails près. Ouais, mais ça, c'est mon grand truc aussi. C'est que j'adore le détail, mais quand même, il faut qu'il soit, faut qu'il soit juste. Faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit réel. Parce qu'en plus, c'est très bête, mais on peut avoir des lecteurs qui disent c'est faux, ce mois-ci, je me souviens, en 2017, il faisait très, très mauvais. Bon, en vrai, ça n'arrive pas, mais ça fait partie de mon plaisir de faire la recherche. Et c'est marrant parce qu'hier soir, je parlais avec une amie et elle me parlait de la dernière affaire que j'ai couverte, qui est l'affaire 3DEC à Nantes. Et l'accusé, donc, qui est accusé d'avoir tué 4 membres d'une même famille, raconte que quand il rentre chez lui après les avoir tués, il entend une musique à la radio, une chanson, et qu'en fait, ça l'aide à retrouver son corps, entre guillemets, ce qui fixe sur la mélodie et sur le refrain. Et après, quand il fait disparaître toute la famille, toujours en les découpant, j'ai l'impression de ne parler que de ça, donc il réécoute dans sa tête, il se refait cette mélodie parce que ça l'apaise énormément. Et évidemment, tout le monde veut savoir ce que c'est, quelle était cette chanson. Donc nous, entre journalistes, on dit mais c'était quoi la chanson et tout. Et c'était le je me suis petit bonhomme posé la en question en lisant. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'on veut trop savoir. Et même la présidente de la cour d'assises lui a posé la question. Parce que je pense que même elle se disait, mais c'était quoi? C'était du ABBA? C'était quoi? Et donc, il a répondu, il a dit, en fait, je m'en souviens pas, c'était une chanson que je connaissais pas. Donc, c'est pas un air ultra connu. Et hier soir, donc, j'en parle avec une amie à moi qui me dit, mais tu sais, en fait, je pense qu'avec l'heure, on sait à quelle heure il avait pris sa voiture. Avec l'heure, les stations de radio que tu peux écouter, tu peux peut-être retrouver la programmation. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Et donc, je vais le faire. Franchement, enfin, ça n'a plus aucun intérêt maintenant, mais moi, j'ai envie de savoir et de me dire, c'était probablement celle-là. Et là, t'as plein d'artistes qui suent en disant, j'espère que c'est pas la mienne, j'espère que c'est pas la mienne. Est-ce qu'il y a des ingrédients qui vous paraissent garantir le succès de ce genre de choses? Moi, ça me paraît horrible de le dire, mais j'ai l'impression que si tout le monde a focalisé sur le petit Grégory, c'est parce que c'était un enfant. Est-ce que toi, quand tu choisis ce roman-là, le fait que ça soit un enfant qui passe dans la violence, ça joue pour toi? Non, pas particulièrement. Enfin, en tous les cas, c'est pas un choix. J'ai même pas la sensation d'avoir choisi cette histoire. Pour le coup, c'était quelque chose que je me traînais tellement comme questionnement en tête depuis un moment que quand j'ai lu le roman, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la sensation qu'il apportait les réponses aux questions que je me posais depuis un moment. Donc, je l'ai pas choisi, presque. Il s'est présenté à moi comme une évidence et ça aurait pu être un homme, une femme, une personne âgée. Enfin, je pense que ça aurait rien changé à mon choix de l'adapter. Est-ce qu'il y a des ingrédients alors ça, pour le coup, là, je suis pas suffisamment spécialiste du fait divers pour savoir. J'ai la sensation qu'il y a souvent une vie normale ou une forme de normalité qui d'un seul coup dérape complètement dans quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Ouais, j'ai la sensation que ça, dans une histoire, en tous les cas, ça peut être, si on doit écrire une histoire, un ingrédient qui est un vieil ingrédient que j'invente pas, mais qui est quelque chose qui fonctionne toujours, parce que la vie normale, tout le monde peut plus ou moins s'identifier. Et le dérapage, on déraperait pas tous de la même manière, très certainement, et ça partirait pas forcément toujours dans des faits divers. Mais en tout cas, ça, c'est un ingrédient narratif qui est très très fort et qui fonctionne évidemment en littérature, au cinéma, au théâtre, de partout depuis très très longtemps, quoi. C'est ce que tu trouves aussi quand tu fais Pourquoi j'ai tué Pierre? Est-ce que, alors peut-être on peut rappeler, c'est Olivier K. En 2 mots. Qui te raconte son histoire. Je vais laisser la pitcher. En 2 mots, Olivier K, c'est un de mes plus vieux copains et c'est certainement même, enfin, c'est au-delà de copains, c'est ce qu'on appelle les frères qu'on se choisit. Et puis, ça fait déjà des années qu'on se connaît. Quand un jour, en buvant une bière, il me raconte ce qui lui est arrivé à l'âge de 12 ans dans une colonie de vacances avec un prêtre. Et je tombe sur le cul dans la mesure où je me doutais pas une seule seconde de cette histoire-là, qu'il ne m'en avait jamais parlé avant.
et que sans que ça modifie évidemment ma relation à Olivier, ça apportait malgré tout une sorte de chape, ou en tout cas ça venait apporter un gros élément dans son histoire, dans son parcours et dans peut-être même certains de ses choix de vie. Ça. Bon. Et voilà, donc pour faire très rapide, assez vite, je vais lui proposer de mettre en image ça, parce qu'il m'explique à ce moment-là, si ça remonte maintenant aussi tard, il avait presque 40 ans à l'époque, donc il en avait 12 au moment des faits, c'est parce que sa fille venait d'avoir 12 ans, qu'il s'apercevait d'un seul coup qu'à 12 ans, on est vraiment un gamin, qu'un adulte a beaucoup de pouvoir d'emprise, en tout cas sur un enfant de 12 ans, et lui a commencé à noter un journal dans lequel il essaie justement de décortiquer, de remonter le fil de mais comment en fait, moi j'en suis arrivé à me faire piéger. Qu'est-ce qui m'a poussé à tomber dans ce truc-là. Donc encore une fois, la volonté ou l'envie de comprendre un cheminement, qu'est-ce qui de ma vie tranquille m'a fait partir d'un seul coup dans un truc, quelle est ma part même, c'était son truc, quelle est même ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Je trouvais ça fort, intéressant et audacieux et courageux même de s'affronter à ça. Nécessaire sans doute pour lui à ce moment-là. Donc, et il y avait beaucoup de silence et de trous, on va dire, dans sa manière de raconter. C'est ce qui m'a très vite, et parce que notre relation nous permettait, fait lui proposer de peut-être essayer de combler ces vides par des images. Voilà, de lui dire si tu veux, chaque fois qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la sensation d'avoir une image précise, on peut essayer d'y bosser, je vais la dessiner. Puis peut-être que ça décoincera des choses. Et c'est pour ça que tu as ressenti le besoin de faire un road trip avec lui, de retourner sur les lieux, histoire de toi t'imprégner de ces images, justement. À la toute fin de son texte, donc en fait, au final, il m'a donné une sorte de journal intime, une centaine de pages qu'il avait écrit, qui retraçait toute l'histoire. Et à la fin, ça se terminait par, il avait appelé ça pour lui-même « J'ai tué Pierre », parce qu'il avait construit plus ou moins son récit par tranche d'âge. Et à chaque fois, c'était « J'ai tué Pierre parce que j'ai 7 ans ». « J'ai tué Pierre parce que j'ai 9 ans ». Donc, il racontait tous les événements avant qui l'avaient, selon lui, amené à cette rencontre. Et il essayait de décrire derrière tout ce que ça avait provoqué chez lui les presque 30 années qui avaient suivi. Et il arrive à la fin de son récit, à l'âge qu'il a, et il marque le mot fin, il dit voilà, j'ai écrit cette histoire, j'ai remis tout ça à plat alors que je l'avais enfoui profondément, j'ai tué Pierre. Ça se terminait comme ça. Et à ce moment-là, alors qu'on a décidé d'en faire un livre, je lui dis mais est-ce que tu es retourné en fait sur le lieu de cette colonie de vacances dans laquelle tu as été avant, tu as été donc au moment d'événements, et puis tes parents t'ont laissé y retourner des années après. Il me dit, j'y suis jamais retourné. Elle est à quelques heures de Bordeaux où on habite tous les deux à ce moment-là. Et il sait, parce qu'il a eu l'information sûre et certaine, que le Pierre en question est décédé depuis 3 ans. Donc, rien de morbide dans notre démarche, rien d'autre que de dire, et si, pour finir le livre, en fait, bêtement, maintenant, on raconte une histoire, même si le matériau de départ est très réel, on raconte une histoire. Il manquerait presque une fin. Donc, si tu ne l'as jamais fait, est-ce que c'est pas le moment, ce livre, de retourner sur les lieux, quitte à faire 3 pages sur le fait que c'est devenu un shopping ou un parking ou que sais-je, je sais pas. Il est OK, on fait la route. Et puis voilà, sans dévoiler rien, mais on arrive et puis on s'aperçoit que non seulement c'est pas un shopping et un parking, mais c'est toujours la colonie de vacances. Et puis surtout, en fait, Pierre, il est pas mort du tout, il est là. Il est un vieux monsieur de 75 ans, mais il est là. Et on tombe sur lui. Et on descend de la voiture et le Pierre en question, au bout de quelques minutes, reconnaît Olivier. Ouais. À partir de là, je vous propose d'acheter ce livre aux éditions Delcourt. C'est ça. Et sans spoiler, le choix graphique que tu fais pour ce moment-là est hyper intelligent, quoi. Bon, c'est bien gentil. Ah, c'est vraiment bien. On ne dit pas ce que c'est, mais il y a un changement graphique à ce moment-là. Ça dingue. Et c'est ouf. Je te avec plaisir. Non, mais c'est... En revanche, voilà, le livre nous a échappé. Voilà, c'est juste pour faire un petit truc, c'est au départ, on va dire, une histoire réelle appelons-la fait divers, qui devient une narration et on se fait clairement à la toute fin, sans l'avoir prévu, en quelques heures, rattraper par le réel de manière brutale. Moi, ce que je trouve hyper intéressant de ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut s'interroger aussi sur pourquoi toi, tu as suivi ton ami et parce que est-ce que c'est, je pense qu'il y a les deux, sans vouloir faire de la psy de comptoir, mais c'est une histoire d'amitié. Très forte. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a une volonté de se dire, mais moi, j'avais rien vu. Alors, il y a ça qui est très, très juste. Et il y a un deuxième truc qui est, Olivier et moi, on vient d'un terreau très similaire. On a quelques années d'écart. Je suis un peu plus jeune que lui, mais par contre, on vient d'un terreau très, très similaire. Et moi, j'étais une cible parfaite pour un prédateur comme ça. Le même type de petit garçon qu'Olivier, le même genre de contexte familial, le même genre de... Tout était en place. Ouais, donc en fait, comprendre pourquoi ça lui est arrivé, ça t'aidait à te comprendre pourquoi toi, ça t'était pas arrivé. En tout cas, je me disais, ça aurait pu être moi.
Ouais. Et ça aurait pu être moi. Et à quoi ça a passé? J'ai pas plus de réponses à la fin du livre, mais il y avait une histoire d'amitié forte qui je sentais qu'il était en demande d'aide pour aller au bout de ce truc-là. Et puis il y avait des vraies questions que je me posais moi, quoi. Quand tu dis que lui-même se demandait pourquoi, quelle était sa part de responsabilité, c'est quelque chose que je comprends très bien, parce que typiquement l'être humain a horreur du vide, et en fait il voulait vraiment savoir pourquoi, et en fait parfois on n'a pas la réponse pourquoi, c'est tombé sur lui, quoi. Enfin, c'est terrible à dire, c'est horrible. Il n'y a pas mais vraiment de réponse, effectivement. Ouais. mais je comprends qu'il ait eu ce besoin-là. Ouais. Là, t'as dit, ça aurait pu être moi, rattrapé par le réel. Toi, quand tu es exposé à des chroniques, enfin, j'ai bien en tête la dernière parce que il y a quand même un psy qui dit c'est un cas d'école parce que nous-mêmes on a du mal à expliquer, et il finit par découper les gens en 368 morceaux. J'ai plus le chiffre exact. Mais comment tu fais le soir pour pas te dire, enfin, comment tu laisses ça dans la sphère du travail et pas rentrer chez toi en mettant 217 alarmes, en regardant n'importe quel voisin qui a l'air bizarre. Non, c'est vrai qu'on a une conscience un peu plus accrue des choses. Mais moi, c'est surtout l'aspect psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va me raconter une histoire d'un couple qui va mal, etc., je me dis, ça commence souvent comme ça. Hein. Mais, non, mais pas juste une simple dispute, mais quelque chose où la femme va s'isoler un peu plus. Et je dis, ça commence comme ça, moi je serais vigilante. Enfin voilà, j'ai plus une vigilance par rapport aux choses. Et puis j'ai une fille de 6 ans et demi, donc c'est vrai que par exemple cette année il est arrivé quelque chose, c'est qu'on est allé au parc et elle jouait avec sa copine, elle était littéralement à 5 mètres de moi et d'un coup elle a disparu. Et je ne sais pas où elle est. Et donc, je commence à chercher partout avec la mère de son amie. Et en fait, au bout d'un moment, je remarque les gens dans le parc. Et en fait, on a la vision qui se déforme. Et je vois ce mouvement de foule et je vois les voitures aller et venir. Et je n'arrête pas de me dire, enfin, ça va tellement vite. Dans un coffre, ça va tellement vite. Et cette conscience aussi du temps qui passe très, très lentement. Et bon, j'ai fini par appeler la police. Voilà, parce qu'au bout de 30 minutes. 30 minutes, ah ouais. C'est trop long. J'ai perdu mon gosse. 1 minute 15, c'est les plus longues minutes, c'est la plus longue minute. Non, c'est trop long. C'est trop long. Alors après, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit que les gens veulent aider, hein. C'est-à-dire que tout le parc, alors que c'est un parc vraiment immense, les mecs qui faisaient du jogging disaient, j'ai une montre connectée, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais aller chercher. Non, c'est trop long. Et alors là, ce qui est bien, c'est que quand on dit 2 enfants de 6 ans et demi ont disparu, la police arrive dans 37 secondes. Il y avait des dealers à côté qui m'ont dit, madame, regardez, là, il y a des caméras, et là, il y a des caméras. Donc, si elles sont parties, on peut les retrouver. Monsieur Fourniret, monsieur Louis sont venus te dire qu'ils avaient pas vu tes gars. Donc, là, dès que la police arrive, je dis, il y a des caméras là et là. Ils m'ont dit, très bon réflexe. Je dis, là, ouais, c'est le dealer qui m'a mis sur le plan. Et alors, donc, l'histoire, non, c'est qu'avec sa copine, elles avaient décidé de faire une fugue pour échapper aux parents et faire une soirée pyjama. Donc, elles sont allées se réfugier à 1 kilomètre de là, chez la grand-mère. Elles sont montées chez la grand-mère qui n'a rien entendu sans se manifester. Puis, elles sont allées à l'étage faire une cabane et boire du jus d'ananas, et qui n'aura plus jamais le même goût désormais. Et donc, enfin voilà, elle s'était pas du tout perdue, mais tout ça pour dire que j'ai quand même eu ce moment où effectivement, comme tout parent, je me suis fait 10 milliards de scénarios, tous les plus affreux, tous vraiment horribles les uns que les autres. Mais sinon, pour revenir à la question initiale, je pense que le fait d'avoir aussi un cahier fait que ça fait vraiment écran avec ce qui se passe. J'ai pas de problème pour dormir la nuit, j'ai pas ce genre de choses. C'est pas mon histoire. Voilà. C'est pas ma vie, c'est pas. Je peux être empathique, je peux ressentir les gens. On pleure très souvent dans les cours d'assises, même en tant que journaliste. Mais j'ai pas de problème par rapport à ça, vraiment. T'as pas l'air quand même. Je sais pas comment tu fais. Non, puis après c'est triste à dire, mais c'est une question d'habitude. C'est comme les médecins légistes. Oui, qui ouvrent des corps tout le temps. Bah voilà, au bout d'un moment. Alors c'est sûr que quand ils le font sur un enfant de 8 ans, c'est plus dur ça les touche, ouais. Ça les touche et ils ont un peu du mal. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un but derrière. On le fait pas juste pour le plaisir d'entendre des détails sordides. On se dit toujours, ça va raconter quelque chose. Ça va raconter quelque chose de la société. Ça va raconter quelque chose des hommes. Ça va raconter quelque chose. Donc, ça aide à comprendre, quand même. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu le sais au moment où tu démarres ta chronique? Est-ce que tu sais que tu vas
raconter telle affaire dans le but d'éclairer ça, ou est-ce que ça se fait de manière Je sais que j'ai inconsciente? ma question de départ et que il va falloir que je trouve une réponse. Mm. Mais je suis toujours surprise. C'est-à-dire que très régulièrement, je me dis, ah oui, telle affaire, c'est sûr, ça va être comme ça, comme ça. Et puis, en fait, ça se passe pas du tout de la même façon. L'accusé n'est pas du tout ce qu'on imaginait, ou la victime n'est pas du tout celle qu'on imaginait. Donc, non, on est toujours surpris. Enfin, très régulièrement, quoi. Dans tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a quelque chose où du point de vue de l'écriture, vraiment de la discipline de l'écriture, tu t'es dit: «Ah là, je suis vraiment fier, je l'ai bien fait», que ça soit une chronique ou dans ton roman, une scène? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te dis: «Ça, c'est bien conçu» et pourquoi? Oui, ça arrive. Et en fait, comment je me rends compte, c'est quand je prends moi-même plaisir à le lire. C'est-à-dire que si jamais je le relis le lendemain, je me dis, ah ouais, c'est bien. C'est un peu alors que parfois, j'écris des trucs et le lendemain, en me disant, ouais, là, c'est vraiment pas mal, et je le relis le lendemain, je dis, c'est vraiment de la merde. Donc, juste laisser passer du temps, et après le lire pas quand on l'a oublié, mais quand c'est un peu loin, de se dire, non, là, ça marche. Après, non, j'ai pas de souvenir d'un truc dont je suis vraiment hyper fière en me disant, oh là là, putain, à m'embrasser le biceps. Non, c'est pas, ça m'est pas encore arrivé. Est-ce que tu penses à la réception, des familles, des Ah victimes ouais, quand ouais, tu mais écris? toujours. Ouais. Oui, parce que on travaille avec justement le réel, et il faut pas oublier que les gens vont le lire après, et même les magistrats vont le lire. Enfin, je veux dire, toute la chaîne judiciaire va le lire, les policiers vont le lire, les gendarmes vont le lire. Enfin, et on le sait parce qu'après on a les retours. Donc oui, il faut faire attention, et en même temps, il faut pas être complaisant. C'est-à-dire que voilà, il faut pas être insultant, mais il faut respecter autant la famille de la victime que la famille de l'accusé. Mais généralement, je me suis rendu compte, en parlant avec des gens, que à partir du moment où vous écrivez la vérité, en étant exhaustif dans les détails, etc., on vous en veut pas. On peut, à la rigueur, moi ça m'est arrivé que des gendarmes me disent, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon, après, c'était du très bon travail. Tant qu'on ment pas, en fait, c'est ça. Tant qu'on ment pas, ça passe. Ouais. T'as jamais eu quelqu'un qui est venu te faire un retour surprenant où tu t'es dit, mais... J'en ai eu un où en fait, c'est une affaire qui se passe à côté de Toulouse, où c'est la joggeuse de Bouloc. Donc c'est une femme qui s'appelle Patricia Bouchon qui disparaît un jour. Elle va faire un jogging très tôt le matin. Elle disparaît. On retrouve son corps 10 jours plus tard. Et l'enquête piétine pendant longtemps. Et on finit par arrêter un gars qui est schizophrène. Et effectivement, il est bizarre. C'est le gars avec la Bible dans le village qui crie, quoi. Il est assez jeune, etc. Et on retrouve de l'ADN sur le corps de la victime. C'est pas le sien. Il y a des choses qui sont... Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de condamner ce mec qui s'appelle Laurent Dejean. Et j'ai un peu de mal avec l'idée de le condamner alors qu'en fait, il y a pas énormément de choses contre lui. Peut-être que c'est lui, hein, vraiment, j'en sais rien. Mais d'un point de vue strictement de la justice, je dis toujours, le doute doit profiter à l'accusé, et c'est quelque chose à laquelle je crois. Et donc, j'écris ce papier. En plus, il faut savoir que ce procès, je suis arrivée vraiment parce qu'il y avait de la lumière, quoi. C'est-à-dire que c'était à Toulouse, donc je me suis dit, tiens, il y a ce procès, je vais aller voir. Et dès que je me suis posée, j'ai été complètement happée parce que ça raconte en réalité l'histoire d'un village. Et donc, de toutes les personnes qui gravitent autour de ce gars, on se rend compte qu'en fait, la victime est partie courir à 4h30 du matin. On se dit, il n'y a personne dans la rue. Eh ben non, en fait, il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue à 4h30 du matin, que ce soit le boulanger, le livreur de la dépêche. On trouve vraiment plein de gens, les éboueurs, voilà, qui l'ont croisé à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc je suis happée par cette histoire. Et petit à petit, je me dis, mais il y a quand même pas grand-chose contre lui. Donc j'en fais une série immense, une œuvre gigantesque de, je sais plus, j'ai dû faire 8 ou 9 épisodes, ce qui est long. Et je dis pas, c'est pas lui. Mais je dis je mets quand même le doute. Parce il existait ce doute. Et un jour. Pas l'histoire de la Clio anthracite. Si, exactement, elle est noire, puis en fait, elle était peut-être grise, mais grise, c'est proche puis, de blanc. Voilà, elle finit blanc glacier, quoi, couleur blanc glacier. On avait vu une Clio noire, lui, il a une Clio blanche, et du coup, on se dit, c'est une Clio anthracite, donc c'est entre... Ouais. Et donc, quelques mois plus tard, c'est pas un an après, je suis à un procès à Bordeaux, et il y a un gendarme qui doit témoigner, ils sont plusieurs gendarmes, ils sont sur les bancs, puis il y a une suspension d'audience, et le gendarme vient me voir et il me dit, c'est vous qui travaillez pour Slate? Et là, je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, c'est vous qui avez écrit sur la joggeuse de Bouloc.
Et je dis oui. Et c'est vrai que dans cette série, c'est pas que je suis pas tendre avec les gendarmes, mais je l'explique un peu qu'il y a des choses qui ont dysfonctionné quand même. Mais je dis la vérité, quoi. Je dis ce qui est sorti à l'audience. Et il me dit, d'accord. Il me dit juste ça, il s'en va. Et puis, tu peux pas lui dire, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, tu peux pas. Et le lendemain, je vois son chef, en fait, qui est là aussi, parce qu'il a accompagné ses hommes, sûrement. Je vois son chef et il vient me serrer la main. Et il me dit, franchement, j'ai conseillé votre travail à tout le monde. J'étais là, ah bon? Je me dis, c'est pas possible, il l'a pas lu. Il l'a pas lu, il a dû lire un épisode et se dire, ah ouais, c'est bien détaillé, c'est bien, mais... Et il me dit, bon, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas d'accord avec vous, moi je pense on tient le bon, mais non, mais franchement, c'était bien, il y avait pas de bêtises. Donc, ça m'a surprise, parce que vraiment, je me suis dit, il me serre la main, il a l'air content. Oui, il va plutôt te tomber dessus parce Qu'est-ce que qu'il t'as va dit me que ça avait dire dysfonctionné. Bon, bah après, ça fait partie des discussions. Hein. Je craignais pas non plus, mais et donc ça m'a surpris. Et c'est ça qui m'a fait dire, en fait, tant qu'on est juste, on fait du bon travail. On est sur la bonne voie, en tout cas. Là, t'as dit, moi, je sais pas si c'est le bon et tout ça, mais qu'est-ce qui fait un bon méchant dans une histoire? Vraiment, il n'y a pas de bon méchant. Je saurais pas répondre à cette question parce que Tu les vois pas comme des méchants. bah, il y en a quand même. Ils ont fait des choses où on se dit c'est Non, mais au incompréhensible. sens, je veux dire, au sens cinématographique du truc, genre les mecs Non, je les vois diaboliques, pas comme purement malins, quoi, démoniaques ou non, jamais. Parce qu'on a tous été enfants, on a tous, on est tous tombés amoureux, on a tous, voilà. En fait, il y a quand même quelque chose qui les relie toujours au commun des mortels. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste les box vitrées dans les tribunaux, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça c'est déshumanise complètement la ouais, personne. qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, ça va, il peut s'exprimer. Qu'est-ce qui Ah, tu racontais cette anecdote dans le podcast, je crois, Ouais, Fenêtre sur dans cour, les de premiers l'avocate épisodes. qui essaye de mettre la main Ouais. sur l'épaule d'une fille qui pleure parce qu'elle a tué son père, mais bon, on voit qu'elle a souffert énormément dans sa vie et qu'elle a le bras trop court et qu'elle arrive à ouais, peine à qu'elle toucher, arrive pas, c'est horrible, quoi. c'est terrible. Enfin, je veux dire, sous prétexte de sécurité. Enfin bon. Et du coup, t'as étudié la psychopathologie, t'es devenue experte dans les différents troubles. Non, je suis pas experte. Non. Mais en revanche, j'ai lu beaucoup dessus. Et puis, à force, et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est-à-dire qu'à force de voir des procès d'assises, on comprend bien mieux la psychologie humaine. Et on comprend en fait pourquoi les gens font les choses. Pas forcément des choses mauvaises ou illégales, hein, mais juste pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon. Tout à l'heure, quand je disais à Alfred, en fait, toi, t'as suivi ton copain parce qu'en fait, c'était une histoire d'amitié, mais c'était aussi toi, t'avais besoin de comprendre. Je pense que si jamais j'avais pas 50 cours d'assises derrière moi, je l'aurais peut-être pas vu aussi clairement. Il y a des choses qu'on voit un peu plus clairement, en fait. Alors Alfred, en 2013, il y a Come Prima, et le Fauve d'Or du meilleur album en 2014 pour le même album. Ça marque une série d'albums plus légers. Il y a L'homme qui chante sur Dao avec David Chauvel, il y a Castlemore avec Lewis Trondheim, il y a Senso. Est-ce que c'était une volonté, après les 2 livres dont on a parlé, d'aller vers des projets plus légers? Ça s'est fait très naturellement. On m'a souvent demandé, j'avais effectivement travaillé sur plusieurs livres un peu plus pesants, que ce soit Pourquoi j'ai tué Pierre ou Paroles sans papier, avec donc un collectif de sans-papiers, ou Je mourrai pas gibier. Je pense que je devais certainement avoir, non pas fait le tour, mais aborder des sujets qui étaient importants pour moi et j'avais pas la nécessité peut-être de les réaborder ad vitam. Assez naturellement, je me suis rendu compte qu'en faisant Come Prima, qui est un livre long et en tout cas pour moi complexe à mettre en place parce que j'y intégrais énormément de choses très perso à l'intérieur d'un récit avec lequel je prenais des distances pour pouvoir justement avoir des libertés avec ma propre histoire. Et ben naturellement, j'allais vers quelque chose d'un peu plus alors léger, je sais pas, mais en tout cas d'un peu plus apaisé. Voilà, et que ça allait peut-être, c'était une inclinaison vers laquelle j'essayais de tendre un peu moi-même aussi à titre personnel. Il y a Fabien Toulmé, l'auteur de l'Odyssée d'Hakim que je connais bien, qui m'a dit que pour Come Prima, t'avais commencé à écrire des scènes un peu séparées et que après tu t'étais dit comment je les relis, comment est-ce que je la garde. Tu peux nous raconter ta technique d'écriture? Je peux essayer de raconter.
Je sais jamais à l'avance ce que je vais raconter quand je fais un livre, parce que ça part souvent de plusieurs envies, de plusieurs questions possibles, de plusieurs directions, et je vais les noter de manière un peu, non pas compulsive, mais quelque chose un peu en vrac. Volontairement, je fais en sorte que de pas m'obliger à suivre un fil. Tout ce qui me passe par la tête et qui, a priori, me semble être un matériau possible, je le mets dans des carnets, je le note dans des carnets, et au bout d'un moment, je regarde ce qu'il y a dedans et je regarde si des fils peuvent être tissés entre plusieurs idées. Donc ça, c'est une méthode, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est la mienne. Sur Come Prima, c'est un tout petit peu particulier, que j'ai commencé à tenir ces carnets-là au moment où je vivais encore en Italie. Moi, je suis d'origine italienne au départ. Je retournais vivre là-bas pour y faire grandir ma fille. Et en arrivant sur place, pour diverses raisons, j'ai fait une sorte de dépression pendant un long moment qui fait que j'ai pas pu dessiner ni écrire pendant plusieurs mois. Et c'est en revenant dans ces carnets, en essayant au départ, faire une sorte un peu de remise à plat personnelle du pourquoi j'étais dans cet état-là, en étant là en Italie, avec la naissance de ma fille, etc., que j'ai commencé à écrire des choses, donc à faire remonter plein de souvenirs qui étaient liés à l'Italie, à ma famille en Italie, à mon histoire familiale, à tout un tas d'éléments avec lesquels j'ai de plus en plus pris de distance à mesure que je les faisais sortir. Donc c'est différents ingrédients qui sont certains très très concrets et très réels, que j'ai mixé avec parfois des questionnements ou des réflexions quotidiennes que je pouvais me faire sur quand j'allais prendre un café, un truc que j'entendais dans la rue. Je remplis des carnets en permanence de tout, de choses que j'entends, de choses que je vois, de choses que j'ai lues, de choses qu'on me raconte. Et je mets tout ça un peu en vrac. Et au moment de Come Prima, en tout cas, il y avait un énorme tronçon personnel, familial qui occupait un peu toute la place. Et dans lequel c'est là-dessus que je me suis appuyé pour construire cette histoire. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand du coup tu es sur un projet comme ça aussi prenant et aussi que tout ce que tu vas lire, écouter ou regarder te renvoie à ça et du coup ça oriente complètement tout ce que j'ingurgite. En tout cas moi à ce moment-là est presque passé à la moulinette de ce projet possible. Oui, voilà. Donc, du coup, tout est vu par ce prisme, en fait. Et j'ai presque même, je pense que c'est ce qui donne parfois la sensation qu'il y a des signes. Tu sais, que je pense qu'on se les invente un peu soi-même, quoi, les signes de dire, ah, ben, c'est dingue, là, parce que j'ai vu ça, on m'a parlé de ça, et j'ai vu un film qui parlait de ça. Non, c'est juste qu'on est tourné, le cerveau est orienté simplement vers ce besoin d'être confirmé dans cette direction-là, quoi. Mais c'est plutôt joli comme sensation, ceci étant dit. Moi, j'aime bien la ressentir, même si je suis pas dupe. Puis ça te conforte dans l'idée que ton idée est bonne et qu'il faut continuer à avancer. En tout cas, tu es obsédé par l'idée, quoi. Donc, non, mais et puis c'est vrai qu'après, quand tu relis le livre ou le film, ou tu revois le film des années après, tu dis, ça parle pas du tout de. Je sais pas ce que j'ai vu, hein. À ce moment-là, il y avait une phrase. Parfois, ça peut être juste une phrase ou un truc qui est arrivé. Oui, ça fait ping-pong. Exact. Et toi, Élise, est-ce qu'il y a une structure classique dans ton récit? Est-ce que tu sais qu'il faut absolument qu'on passe par ça, puis ça? Est-ce que je dirais que tu vois, comme la comédie avec la structure en 3 actes, est-ce qu'il y a une structure de la chronique judiciaire? Moi, j'adore travailler la structure. C'est un de mes trucs. J'ai lu plein de bouquins sur les structures narratives et tout. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Alfred en parlait d'ailleurs. Il en parle aussi sur Instagram. J'ai vu là dans ses dessins. Il raconte qu'en fait, on a besoin de se nourrir d'autre chose. Et par exemple, moi, en ce moment, ma marotte, c'est vraiment les neurosciences. Donc, je vais lire plein de trucs, mais quand même qui se rapprochent un peu de mon sujet. Alors, pas forcément sur les faits divers, mais là, dernièrement, j'ai lu une étude qui s'appelle La psychologie de la curiosité et de savoir comment l'être humain, en fait, s'intéresse aux histoires. Parce que si jamais je comprends ça, ça m'aide pour la structure. Ça m'aide à comprendre, en fait, parce que quand on lit une histoire, on anticipe certaines choses et en fait, le but, c'est d'anticiper et puis de renverser un peu la vapeur et en fait, de voir que c'est pas ça. Ou au contraire, parfois, il faut donner au lecteur quelque chose qu'il anticipe parce que ça produit un certain plaisir. J'ai pas une recette. J'essaye de faire en sorte que le lecteur, je le dis grossièrement, mais se sente intelligent. Je veux qu'il comprenne par lui-même. Je veux pas. C'est pour ça que j'utilise assez peu d'adjectifs, typiquement, parce que je préfère décrire une situation. Je préfère décrire un mouvement. Et que le lecteur instantanément se dise à ce moment-là il est en colère, à ce moment-là il est triste, à ce moment-là. Voilà, je veux pas lui donner toutes les clés. Je trouve que c'est pas agréable en fait à la lecture. Donc ma structure elle va un peu se baser sur ça. Et puis après non, ce sont des scènes, donc je vais
C'est pour ça que j'attends toujours la fin d'un procès pour raconter une histoire, parce que j'ai besoin de voir l'histoire dans sa globalité. Donc, je fonctionne sur Slate.fr. En fait, je fonctionne par épisode. Et donc, à la fin d'un procès, je sais comment je vais commencer mon premier épisode, mais parfois, ça va être avec des éléments qui sont arrivés J10 au procès. Donc, et après, je vais mettre des éléments du J2, etc. Alors que souvent, les chroniqueurs judiciaires, ils le font pas tous, mais très souvent, ils doivent faire un compte-rendu tous les soirs. Donc, ils doivent raconter ce qui s'est passé dans la journée. Moi, ça, c'est pas... Je sais même pas si je saurais vraiment le faire, en fait, vu que je l'ai jamais vraiment fait. Mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toute l'histoire et après de se dire, OK, alors ça correspond à ça correspond à ça, etc. Donc, typiquement, dans l'affaire 3ADEC, qui raconte l'histoire d'un grand paranoïaque, je l'ai construit, en fait, pour qu'on comprenne vraiment son point de vue et ce que c'était d'être paranoïaque. Parce qu'il le raconte de façon assez simple, en fait. Il dit, oui, en fait, voilà, le voisin faisait beaucoup de bruit. Et c'est qu'après, quand on a un regard extérieur, qu'on se dit, mais en fait, le voisin, il faisait pas tant de bruit que ça. Et il reproche à sa belle famille qu'il a assassiné d'avoir un train de vie démesuré. Et quand il le dit comme ça, on se dit, probablement, vu qu'il le raconte. Et après, l'enquête montre que pas du tout. En fait, il s'était acheté des voitures, une BMW, mais d'occasion, quoi. Enfin, et c'est donc vraiment, je me suis attachée à ne retranscrire que sa parole dans l'épisode 1. Mais ça, j'ai pu le faire parce que je sais que j'ai des lecteurs qui me suivent depuis longtemps et qui savent qu'après, il va y avoir d'autres épisodes et que ça se réduit pas à ça. Et quelqu'un qui va le découvrir va se dire, attends, mais là, elle raconte que son point de vue. Enfin, limite, c'est dégueulasse. Mais non, moi, je voulais vraiment qu'on se dise, et en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il y a quand même toujours cette notion d'anticipation, je trouve. Et comment tu fais pour, te renouveler alors qu'au final, il y a beaucoup de démembrements. Il y en a trop. Ouais. Comment je fais pour me renouveler? Est-ce que je me renouvelle vraiment? C'est un peu toute la question, mais non, mais comme chaque histoire est quand même différente, que ce sont des personnes différentes avec leurs émotions, leurs vécus particuliers, j'ai pas l'impression de raconter toujours la même histoire. Et puis après, moi, je vais pas faire les mêmes affaires. Il n'y a pas de côté conscient de se dire, tiens, celle-là, je vais la tourner, on va commencer par le meurtre. Si. Après, comme j'aime beaucoup la structure narrative, parfois je m'amuse en me disant, bon, là, je vais faire différent. Je me donne des challenges, quoi. Je vais me dire, bon, là, typiquement pour 3D, que j'avais jamais fait ça. Je me suis dit, bon, est-ce que ça peut fonctionner? Il y a un épisode où, en fait, qui est construit autour d'un enregistrement audio qui a été fait par la famille. Et en fait, je voulais découper cet enregistrement audio avec, à chaque fois, un parcours de vie. Et à l'écrit, c'est pas évident. On voit très bien comment ça donnerait en film, mais à l'écrit, c'est pas évident. Donc, je l'ai tenté en me disant, si ça marche pas, tant pis, je le ferai autrement, quoi. Mais j'ai voulu le tenter quand même. Alors toi, Alfred, t'écris des bandes dessinées. Elise, elle a pas fait que de la chronique judiciaire, elle a même fait un roman. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les dialogues sonnent justes dans une histoire? Moi, encore une fois, je suis complètement autodidacte, donc les méthodes ne valent que pour moi et j'ai jamais prétention de dire que ce sont des règles gravées dans le marbre. Moi, je les dis à voix haute. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Je viens du théâtre par mes parents qui sont comédiens. J'ai grandi dans des théâtres et c'est là-dedans que j'ai fait mes premières bandes dessinées quand j'étais gamin, en redessinant depuis les coulisses ce que mes parents jouaient sur scène. Et puis en transformant, en inventant. Mais j'ai toujours entendu les textes des personnages être dits à voix haute. Et je le fais encore aujourd'hui. Je sais pas si mes dialogues ils sonnent toujours justes. J'ai pas la prétention de dire que ça marche à tous les coups. Je dis que je ne sais pas faire autrement. Donc je suis souvent soit dans mon bureau, soit dans la rue, soit dans je sais pas où, dans ma salle de bain. Je les fais. Je fais les différents personnages. Alors je vais pas jusqu'à changer de voix, mais pour moi juste essayer de voir si en bouche, ça marche. Voilà, c'est la méthode qui me semble pour moi la plus naturelle et que j'arrive pas à faire autrement. Et toi? Moi, les dialogues, c'est très facile pour moi parce qu'en fait, c'est incroyable cette richesse de dialogue qu'on a dans une cour d'assises. Ce sont des gens de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents, avec des accents différents et qui n'ont forcément, ils n'ont pas un truc qui vienne de votre cerveau et donc qui ont une manière de parler telle que vous l'avez produite. Non, c'est vraiment eux. Et avec aussi leur tic de langage ou ce genre de choses. Et puis ils sont mis sous pression et du coup des fois ça leur fait sortir une phrase très bizarre. Exactement, ouais. Ou ils vont dire un truc
incroyable, mais de façon complètement pragmatique. Genre, c'est un fait. Je repense notamment à une histoire où en fait c'était un homme gitan qui avait tué sa belle-fille. Pourquoi ? Parce il reprochait à sa belle-fille d'avoir provoqué le suicide de son fils. Et en fait c'est son fils, il l'adorait. Et donc à partir du jour où il meurt, en fait il va tout le temps au cimetière, tout le temps. Et il passe sa vie au cimetière. Et sa femme raconte à la barre, elle dit bon bah et donc comme ils habitent près de Sète, qui est quand même une région chaude, elle dit bon bah du coup on a acheté un parasol. Et cette phrase, elle m'a tellement marquée parce qu'en fait, elle le raconte comme si c'était quelque chose de normal. Bon, ça fait partie du quotidien. Bon, bah, vous comprenez, on était tout le temps au cimetière. Donc, on a acheté un parasol. Et j'aurais jamais pu le créer, je pense. Quel est le meilleur conseil d'écriture que tu aies reçu ? Alors moi, j'en ai reçu plein, encore une fois. N'ayant pas fait d'école, j'ai souvent pioché dans ce que faisaient les autres ou ce qu'ils voulaient bien me dire. Je pense qu'il est très simple, et pardon pour la platitude de celui-ci, mais que en écriture, on a tous les droits. Ça paraît simple et un peu bébête, mais en réalité, moi, ça me sert tout le temps de me dire oui, mais là, j'ai le droit de mettre des personnages qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre ici. Puis j'ai le droit même de faire en sorte que cette situation qui, a priori, pourrait partir vers ça, la faire complètement bifurquer. On rejoint peut-être le principe du fait divers sur le truc qui, d'un seul coup, fait sortir de route une situation qui, a priori, allait filer tout droit. Donc, on a tous les droits. Et moi, je le prends tout le temps, même pour faire des histoires a priori très réalistes. Quand je fais un livre comme Senso, qui est une sorte de huis clos entre deux personnages dans un grand parc, le parc d'un hôtel, ils passent une nuit ensemble à parler. En réalité, il se passe des tonnes de choses. Je passe mon temps à me dire, et si là, je faisais intervenir tel personnage, et si là, je faisais intervenir un taureau à un moment, et si là, je faisais intervenir, et si là, en fait, je joue, voilà. Donc, j'ai pris ce conseil qui est pas vraiment un conseil, mais un copain m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, avec qui je dessinais. Il avait fait cette remarque, et j'y pense encore aujourd'hui à 45 ans. Il avait dit, c'est cool, quand on dessine, on a tous les droits, et je trouve, alors moi, ça valait pour le dessin, mais je pense que ça vaut pour l'écriture, ça vaut pour beaucoup de choses, quoi. Artistiquement, en tout cas, on a tous les droits, a priori. Tu as commencé à faire des petits conseils comme ça sur Instagram qui ont énormément de succès. Ouais, ça a bien Est-ce que plu. tu te sens maintenant dans une logique de transmission en disant où tu veux débloquer les autres? Qu'est-ce qui Non. t'amotive? Non. Moi, j'estime avoir encore beaucoup trop de conseils à recevoir déjà pour me permettre de ne faire qu'en donner. En revanche, je sais que j'ai souvent avancé par, comme je le disais, une petite phrase que quelqu'un me dit à un moment. Ça peut être autant ma fille qu'un grand auteur, qu'une discussion dans un taxi, comme la fois où Lewis Trondheim, alors qu'on est en train de parler de à quel moment est-ce qu'on assume nos dessins. C'est quand le moment où on sent qu'on va assumer ce qu'on a fait. Lewis me dit, quand tu regardes ton boulot, si tu dis bof, ça passe, c'est que ça passe pas. Et cette phrase qu'il m'a dit il y a 10 ans, à chaque fois que je termine une page ou un dessin ou un texte, je me pose la question, est-ce que c'est bof, ça passe? Et si j'en arrive à ça, je dis je refais. En fait, c'est que ça passe pas. Donc ça, c'est une petite phrase qu'il a certainement dite, oui, sans penser qu'elle aurait une conséquence aussi importante dans mon parcours derrière. Donc, je sais pas si je suis pas dans une logique de transmission. Je sais que depuis peu de temps, je me suis mis effectivement à donner quelques cours à Émile Cole à Lyon, parce que ça m'intéresse après de venir voir, après presque 25 ans de métier, et la sensation d'avoir plein de trucs à apprendre encore tout le temps, mais d'aller voir ce que font bêtement des jeunes artistes qui, eux, ont 20 ans, qui ont donc lu des choses que je n'ai pas lues, vu des choses que je n'ai pas vues, ont un autre vocabulaire, même presque, pour raconter leurs histoires. Ça m'intrigue d'aller voir ce qu'à 20 ans, les gens de 20 ans aujourd'hui peuvent peut-être me montrer. J'y vais plus dans l'idée de moi aussi apprendre des trucs et éventuellement avoir un échange, que d'être uniquement dans la position de celui qui transmet. Toi, Élise? Ce qui ressort souvent, c'est quand même quand on est bloqué, c'est de terminer son papier ou de terminer son texte, d'aller d'un point A à un point B sans se soucier de la manière dont c'est écrit. Juste histoire de le finir, quoi. Parce que ce qui compte dans l'écriture, c'est pas tant l'écriture, c'est la réécriture. Il faut énormément réécrire. C'est quelque chose que les gens n'imaginent pas. Tout le monde est capable d'écrire, mais en fait, c'est pas ça qui compte, quoi. C'est vraiment, c'est réécrire et réécrire et laisser poser, comme je disais tout à l'heure, pour attendre de voir. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus le recul sur les choses. Donc ouais, de finir au moins le truc, d'aller de point A à point B, mettre tout ce qu'on voulait mettre, et puis après, c'est pas grave, on réagence. Et un autre très bon conseil qu'on m'avait donné, c'est n'essaye pas de bien écrire. N'essaye pas de... Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à mon premier roman, c'est qu'en fait, je pense que j'ai trop voulu faire ça, et que ça se sent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit c'est un premier roman.
je veux dire, même en règle générale, dans la littérature, on précise toujours c'est un premier roman. Parce qu'on a tendance à vouloir tout mettre. C'est comme si on avait un one-shot et on se dit, bah, là, je mets tout. Comme ça met après, je fais plus rien. Au moins, j'aurais tout mis. C'est une grande erreur. Et je pense qu'il faut pas essayer de trop bien écrire. C'est comme ça que le style se développe. C'est qu'en fait, on écrit comme on est. Et puis après, on fait des ajustements. Mais on n'essaye pas de paraître plus écrivain qu'on est, en fait. Moi, je trouve que ton premier roman est très très bien écrit. Ouais, quand moi même. aussi. Je dois le Ouais, dire. mais moi, je peux plus. Ouais. Voilà, je ne peux plus. Je le renie pas, mais je sens qu'on sent la jeunesse, quoi. Et que tu parlais de beaucoup réécrire. En général, quand tu fais un article pour Slate, tu t'autorises combien de réécriture? Parce que j'imagine après aussi, il y a une question de délai. Alors, c'est ça qui est génial avec Slate, et c'est pour ça que je les adore, c'est qu'en fait, je n'ai pas de délai. Ah ouais. Non, c'est-à-dire que eux, tout ce qui compte, c'est que ce soit bien. Mais ton banquier a peut-être un délai. Non, mais après, j'ai un délai entre les épisodes. C'est-à-dire que je peux pas laisser passer un mois entre épisode 1 et épisode 2. Ça, c'est logique. Mais le premier épisode, je le rends quand je veux, tant qu'il est bien. C'est un luxe inestimable. Combien de réécritures j'ai envie de dire, ça dépend de la difficulté du papier et de ce qu'on essaye de montrer. Mais ce qui est super aussi chez Slate, c'est qu'en fait, donc j'écris mon papier. Ensuite, il y a mon rédacteur chef le directeur des publications, parce qu'il n'aime pas que chaque fois il me reprend, directeur des publications, s'il te plaît, qui le relit, qui fait ses retours. Comme lui, il connaît rien de l'affaire, il me dit ça, je comprends pas, ou ça, je comprends pas exactement ce que tu as voulu dire. On retravaille ensemble. Et ensuite, il y a l'éditrice ou l'éditeur qui ou pareil, on va bosser ensemble et qui généralement va faire une série complète. Donc, pour suivre l'histoire et pour lui-même dire, attends, dans l'épisode 2, tu dis ça, mais est-ce que ça colle avec ce que tu dis dans l'épisode 5? Donc ça, c'est vraiment super. Parce que, en fait, moi, je crois beaucoup au fait qu'on ne réussit pas tout seul. On a besoin d'une équipe, quand même. Tu nous as dit que tu avais lu plein de livres de structure. C'est quoi les livres que tu recommandes? J'adore la dramaturgie de Yves Lavandier, qui est... C'est quand même une bible. Je trouve qu'en plus, il reprend énormément de principes, etc. Donc... si je devais en citer qu'un, je citerais lui. Toi, Alfred, c'est quoi la dernière bonne histoire que tu as lue ou vue et qui t'a marqué? Ça, c'est un essai que j'ai lu là il n'y a pas très très longtemps d'une autrice qui s'appelle Emmanuelle Lambert, qui a écrit quelque chose sur Jean Giono. Son livre s'appelle Giono Furioso. J'ai trouvé ça très fort parce que, au départ, j'y allais parce que Giono. Je connaissais pas cette autrice qui, en réalité, était curatrice d'une exposition qui avait été consacrée à Giono. Je l'apprends en lisant le bouquin il y a 2 ans, peut-être. Et elle intègre à l'intérieur de son récit qui parle donc de Giono, elle en fait à la fois un journal de bord du montage de cette expo, un travail d'enquête à l'intérieur de la vie de Giono et le rapport d'elle-même, vraiment donc le jeu, à Giono, à ce travail qu'elle est en train de faire, au moment où elle n'est pas d'accord avec des partis pris de Giono dans sa vie ou des choses, elle l'interpelle par moment et au final, ça donne quelque chose qui n'est pas une biographie classique, qui n'est pas non plus un essai classique, qui n'est pas une enquête classique, qui est un livre très humain, très vivant, auquel je m'attendais pas. Et ça rejoignait lointainement, en tout cas, des démarches que j'essaye un peu d'avoir moi quand j'écris, de me dire, je mets autant des choses de moi que des choses qu'on m'a racontées, que des plus grandes questions qui peuvent m'intéresser. Et je l'avais jamais lu, voilà, sous forme d'un essai, en ne sachant pas ce que je prenais au départ, en croyant lire une simple biographie d'un auteur que j'aime beaucoup, et de découvrir en fait une personne qui me parle de sa vraie vie avec ses gamins, son machin, et tout ça fait sens à l'intérieur de cette histoire. J'ai trouvé ça passionnant, voilà. Je ne connais pas cette dame, mais je la trouve passionnante. Bravo. Et toi? L'été, je déconnecte complètement. Et donc, j'aime regarder des comédies et lire des livres drôles, quand même pour me changer. Non, j'ai lu l'autobiographie de Seth Rogen. Seth Rogen, qui est un comédien américain il s'est fait connaître notamment par le stand-up et qui a été ensuite acteur dans plein de films comiques. Il a commencé américains. par Freaks and Geeks, et après dans les comédies d'Apato, on l'a vu souvent, et puis après il est devenu lui-même scénariste, producteur, réalisateur. Et c'est super. Je l'écoute en audio, parce que c'est lui qui raconte. Ouais. Et donc c'est sa propre voix qui narre. Quand c'est ses parents, c'est ses vrais parents qui font les voix. C'est vrai? Et quand il y a une célébrité dans les anecdotes, genre à un moment donné, il parle de Snoop Dogg et d'une quelque chose qui lui arrive avec Snoop Dogg, et c'est Snoop Dogg qui fait ses propres dialogues. C'est absolument génial. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de l'écouter
Ah ouais. En plus de, enfin, le Mais c'est lire, vrai c'est que bien, quand mais on le l'écouter lit, est génial. on entend déjà sa voix. Complètement. Et il y a des choses où vraiment j'ai explosé de rire, où je me suis dit, Ouais. putain, il est fort quand même. C'est très très drôle. On le C'est- conseille. Et toujours très touchant. C'est-à-dire qu'il se moque de ses grands-parents, etc. Et ça reste toujours, respectueux. Ouais, Donc, j'aime bien. il se moque des autres, mais autant de lui-même Oui, et bien tout sûr. ça. Il s'est Bah, jamais fait surtout de avec lui-même, méchanceté, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des anecdotes où certaines personnes passent pour des cons, mais lui, il assume, parce que de toute Ouais. façon, il dit, je passe mon temps à faire ça sur Twitter, donc Mm. j'ai l'habitude. Mais il est pas tendre non plus avec lui-même, avec ses Mm. parents, et il ose y aller à fond. Et vraiment, l'expérience, si vous aimez pas lire, l'expérience en audio, elle est vraiment cool, pour le Ah coup. ouais, non, mais c'est vrai que tu donnes envie. Je vais essayer de voir ça. Quel est le scénariste que tu admires par-dessus tout? À chaque fois que j'ai entendu parler Jean-Claude Carrière de son travail, de la manière qu'il faisait son travail, de son parcours incroyable, que ce soit dans le cinéma, la littérature ou même la chanson, je trouve que c'est quelqu'un de fascinant à entendre, quelqu'un qui a su travailler avec des gens aussi divers que Pierre Etex, Buñuel, Godard et Milos Forman ou Rapneau, et à chaque fois apprendre des choses de lui-même en essayant d'en apporter à la personne avec qui il travaillait, piocher dans sa propre vie pour servir des textes qui parfois pouvaient être avec Rapneau, il va écrire le scénario de Cyrano de Bergerac, et malgré tout, à l'intérieur de ça, il retransforme complètement le récit en y mettant des choses qui lui sont très très personnelles. Enfin, c'est quand même, faut être sacrément costaud pour être capable de faire ça. Je trouve que c'est surtout quelqu'un de passionnant à écouter parler de son travail, de son amour pour l'écriture, pour le fait de nourrir en permanence. En fait, c'est quelqu'un qui dit à un moment une chose qui me parle beaucoup, en tout cas que j'aime beaucoup. On peut être, on est soi-même le terreau de nos histoires, quoi. On peut piocher en permanence à l'intérieur de nous et de ce qu'on vit. Même des choses complètement anecdotiques peuvent servir une histoire, peuvent venir alimenter ou enrichir quelque chose d'un récit qui nous semble justement très éloigné de ce qu'on est nous-mêmes, quoi que ce soit. Et ça fait partie des conseils qu'il m'a pas donné en direct, mais que je l'ai entendu raconter. Et c'est quelqu'un, voilà, j'aurais jamais su quoi lui dire, évidemment, si je l'avais rencontré en vrai, mais ça fait partie des gens que je regrette de ne pas avoir croisé. Et toi? La scénariste que j'admire beaucoup, c'est Phoebe Waller-Bridge. Enfin, ce qu'elle a fait pour Fleabag, je trouve que, enfin, moi, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que, justement, en termes de structure narrative, j'ai re-regardé sa série, surtout la saison 2. J'ai regardé la saison 2 de Fleabag plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, je découvrais des choses, et à chaque fois, je me disais, c'est tellement bien. Les dialogues sont incroyables. Et en fait, surtout, je pense que ce qui m'a énormément plu, parce que c'est quelque chose que j'adore, c'est ce 4e mur qui tombe. Et elle le fait de façon tellement brillante. Je me dis, c'est impossible à surpasser. Cette manière de regarder juste avec la bonne, C'est le bon incroyable. regard. C'est incroyable. C'est quoi l'histoire que vous offrez tout le temps à tous les autres en disant il faut absolument que tu lises ça? Une sorte de votre classique à donner aux autres à lire. Bon, il y a un livre qui m'a énormément accompagné, qui est d'un auteur contemporain, qui est Laurent Godet, et c'était Le Soleil d'Escorta, qui est un livre qui est paru il y a une petite vingtaine d'années maintenant, je pense, et qui est un bouquin que j'ai énormément offert parce que j'avais Tu peux le pitcher? en 2 mots, vraiment en 2 mots, on est dans les Pouilles, sud-sud de l'Italie, et c'est l'histoire sur presque 100 ans d'une famille. Voilà, on va suivre différents membres d'une famille avec chacun leur parcours, évidemment. Au départ, le village d'origine de sa compagne, il me semble. Donc, il s'est appuyé sur des éléments, je pense, relativement réels pour, à nouveau, lui, inventer des histoires, les histoires de personnages qui n'existaient pas ou qui ne connaissaient pas. Et il y a un souffle. Alors, bon, encore une fois, ça faisait certainement vibrer mes racines de manière très forte, mais il y a un souffle dans son écriture, dans ce récit. Et surtout, encore une fois, la capacité de rentrer en 250 ou 300 pages, 100 ans de la vie de 10 personnages que j'avais trouvé absolument fascinant. Ça fait partie des livres que j'ai beaucoup offerts en disant au moins lis ça au moins une fois dans ta vie, même si tu vas pas au bout, essaye quand même, quoi. Voilà. Celui qui est très bon, en fait, pour conseiller des livres, c'est Stephen King. Il met à jour une liste qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Généralement, enfin, de temps en temps, il la met à la fin de son dernier roman. Parce qu'il lit énormément. Et on comprend, du coup, pourquoi c'est un si bon écrivain. C'est parce qu'il lit énormément. Ça, c'est un conseil aussi. C'est qu'on peut pas écrire de nulle part. Voilà. Donc, il faut lire beaucoup. Il a, je sais pas, il a une liste de 52 bouquins. À chaque fois que j'ai pioché dedans, à chaque fois, je me suis dit, ah, c'est vraiment génial.
Donc il est vraiment très bon. Et en plus, il donne des choses, je veux dire, c'est pas des choses... il peut dire le dernier Harry Potter était vraiment exceptionnel. Enfin, ça reste très populaire aussi. Je veux dire, c'est pas forcément des livres... Il recommande aussi pas mal de séries et de films sur Netflix. C'est sympa. Ça. Ouais. Non, mais c'est un très bon conseiller. Mais très bien, merci. Bon, merci à vous. Merci Alfred. Merci Élise. Bon, avec plaisir. C'est là que nous avons dû nous arrêter. Alfred nous a laissé pour aller retrouver ses lecteurs dans le cadre d'une rencontre liée à l'expo Un été italien que lui consacrait la galerie Huberti Brain. Élise est partie enregistrer un autre podcast, le sien, Fenêtre sur cour chez Arte, qu'on ne peut que trop vous conseiller. De notre côté, on est resté avec ces images de gens qui dévissent et qui démembrent leurs proches. On s'est roulé en boule et on s'est dit qu'on ne sortirait plus jamais du studio. Léa, qui fait les super photos des enregistrements du podcast et que l'on remercie fortement, a éteint la lumière et nous a dit qu'elle n'avait pas que ça à faire que nous attendre. Alors, on est quand même sortis. En regardant autour de nous. Et on s'est dit qu'on allait bientôt vous retrouver pour un prochain épisode. En attendant, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous liker sur vos plateformes préférées, à nous laisser des étoiles. 5, c'est le mieux. Ou à nous laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux. À la prochaine.